La lumière tamisée d'une fin d'après-midi glisse lentement à travers les rideaux jaunis, déposant sur la pièce une teinte d'or fané, presque irréelle. Tout semble figé, comme si le temps, par respect ou par fatigue, avait décidé de ralentir pour elle. Marianne Faithfull, assise dans un fauteuil usé par les années, fixe un point invisible devant elle. Son visage, marqué par les excès, les renaissances et les chutes, porte aujourd'hui une douceur étrange, celle d'une femme qui a trop vécu pour continuer à se mentir. À 70 ans, dans un souffle où se mêlent tristesse et lucidité, elle laisse tomber une phrase qui a le poids d'une vérité longtemps retenue. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes. Les mots flottent dans l'air lent, presque lourd, comme s'ils savaient qu'ils venaient d'ouvrir une porte que l'on cherchait à maintenir close depuis des décennies. Le silence qui suit n'est ni gênant ni froid. Il est dense, chargé de 1000 souvenirs, de 1000 ombres que la légende du rock avait si souvent dissimulées sous les projecteurs. Car avant d'être une icône rebelle, une muse intemporelle, Marianne est une femme faite de fissures. Une femme qui a appris trop tôt que la confiance était une matière fragile et que certains la brisent sans jamais regarder en arrière. Les rues de Londres peuvent bien continuer à bruire derrière les vitres, mais ici, dans cette pièce aux couleurs fanées, c'est sa mémoire qui respire, profonde, obstinée. Cette confession n'est pas un cri, c'est un constat, un dernier aveu, une vérité murmurée après une vie passée à survivre. Reste une question, suspendue comme un fil dans la pénombre. Mais qui sont ces 5 personnes qui ont brisé sa confiance? Le passé de Marianne Faithfull ne ressemble pas à une ligne droite, mais à un chemin sinueux où la lumière et l'ombre se frôlent, sans jamais vraiment se fondre. Pour comprendre la femme qui, aujourd'hui, murmure qu'elle ne pardonnera jamais à 5 personnes, il faut revenir au tout début, là où les premières fissures se sont dessinées bien avant que le monde ne connaisse son nom. Elle naît en 1946 dans le Londres d'après-guerre, un Londres encore couvert de poussière, d'inquiétudes et de rêves inachevés. Son père, intellectuel aussi brillant qu'instable, vit dans un univers qui n'appartient qu'à lui, rarement accessible. Sa mère, danseuse autrichienne, porte en elle une mélancolie que Marianne ressent avant même de pouvoir la nommer. L'enfant observe, en silence, les silences trop lourds, les gestes brusques, les portes qui claquent. C'est dans ces moments suspendus qu'elle comprend que l'amour, parfois, n'a pas de voix. Elle grandit dans un environnement où rien n'est stable, où les cartes changent sans prévenir. On lui apprend très tôt à sourire, à s'adapter, à dire ce qu'il faut pour apaiser les tensions. Mais derrière ses yeux clairs se cache une enfant hypersensible, qui note tout, retient tout, ressent tout avec une intensité presque douloureuse. Le premier apprentissage qu'elle fait du monde est simple, brutal. La confiance n'est jamais acquise. À l'adolescence, elle trouve refuge dans la poésie, dans la musique, dans ses mots capables d'épouser ses failles, mieux que les bras des adultes qui l'entourent. La petite fille, qui avait appris à se taire, découvre soudain qu'une voix peut devenir un abri. Et pourtant, même dans ces moments de grâce, elle perçoit encore les échos d'une blessure plus profonde. Le sentiment d'être seule dans une maison pleine de monde. C'est dans ces années-là que se plante la graine du doute, celle qui plus tard fera pousser les murs invisibles autour de son cœur. Une graine qu'aucun succès, aucune scène, aucun amour ne parviendra jamais totalement à déraciner. Car les origines de Marianne ne sont pas faites d'éclats de joie, mais de bruits étouffés, de paroles manquées, de promesses fragiles. Et c'est de là, précisément, que naît sa difficulté à pardonner. Les années qui suivent ne ressemblent à un brusque changement de saison. Après une enfance grise, l'univers de Marianne Faithfull s'ouvre soudain comme une fenêtre frappée par une bourrasque de lumière. À 17 ans à peine, elle découvre un Londres vibrant, fiévreux, en pleine métamorphose. La ville bruisse de révoltes silencieuses, d'artistes affamés, de cafés enfumés où naissent les espoirs d'une génération. Dans ce tumulte, Marianne avance sans vraiment comprendre qu'elle est en train d'y trouver sa place. C'est lors d'une soirée presque ordinaire, dans une salle où s'entremêlent rire, musique et conversation hachée, qu'elle est remarquée pour la première fois. Sa voix douce, presque fragile, attire l'attention comme un éclat inattendu dans un paysage urbain déjà saturé. On lui propose d'enregistrer une chanson. Elle accepte,
davantage par instinct que par ambition. Quelques semaines plus tard, As Tears Go By résonne à la radio et bouleverse tout ce qu'elle croyait connaître du monde. En un instant, la jeune fille timide devient une sensation. Les flashs se multiplient, les portes s'ouvrent, les visages se tournent. On lui parle de carrière, d'avenir, de promesses dorées. Elle sourit, elle écoute, elle avance. Pourtant, derrière son regard clair, subsiste une peur ancienne, celle d'être déçue une fois de plus. Mais la vague est trop forte pour qu'elle puisse lui résister. Elle est emportée au cœur de la scène londonienne, là où les nuits sont plus longues que les jours et où les vérités se mêlent aux illusions. Très vite, elle devient bien plus qu'une chanteuse. On voit en elle une muse, une figure libre, une présence magnétique. Ces rencontres se multiplient, musiciens, photographes, écrivains, tous fascinés par ce mélange de délicatesse et de mystère. Marianne, elle, observe ce monde nouveau avec une innocence qui la rend encore plus vulnérable. Elle croit aux promesses, aux regards, aux élans spontanés. Elle croit aux liens qui semblent se tisser sans effort. Et c'est là, précisément, que les premières fissures se rouvrent, car la célébrité a deux visages. L'un éclaire, l'autre consume. Derrière les sourires, elle découvre les rivalités, les jalousies, les alliances fragiles. Mais elle se laisse porter, persuadée que la musique pourra la protéger. Chaque scène devient un refuge, chaque chanson une façon de tenir debout. Elle chante avec une intensité qui étonne ceux qui la côtoient. Personne ne devine que cette intensité est nourrie par ses failles, les plus anciennes. Mais au sommet de cette ascension, quelque chose commence à se dérober sous ses pieds. Une relation compliquée, des amitiés qui se fissurent, des promesses qui se brisent sans explication. La jeune femme, propulsée trop vite dans un monde trop vaste, commence à comprendre que la confiance, déjà fragile dans son enfance, l'est encore plus dans l'œil du cyclone. Et dans cette lumière aveuglante, Marianne ne sait pas encore que les trahisons les plus profondes sont celles qui naîtront justement de ce succès fulgurant. Avec le succès, Marianne avait cru pouvoir construire autour d'elle une sorte de rempart fragile, fait de musique, de nuits rallongées et de visages familiers. Pourtant, ce sont précisément ces visages-là qui, les premiers, commencent à se détourner. La célébrité, qui semblait au début un refuge lumineux, révèle soudain son envers. Un espace instable, mouvant, où les alliances se forment et se défont aussi vite que les ombres sur un mur. La première rupture survient sans un mot, presque comme un souffle froid dans une pièce encore tiède. Une amitié qu'elle croyait solide se délite, remplacée par une distance indéchiffrable. Elle découvre alors que certains ne l'avaient jamais regardée comme une personne, mais comme un passage, une opportunité, un écho de lumière à exploiter. Ce jour-là, Marianne comprend que l'on peut être entouré et pourtant profondément seul. Puis viennent les mots blessants, glissés dans des conversations qu'elle n'était pas censée entendre. Des doutes sur sa valeur, des critiques chuchotées derrière son dos, des regards qui se teintent d'envie ou de mépris. Elle avait tant voulu croire que ce monde pouvait être différent de celui de son enfance. Mais la réalité tombe sur elle comme une pluie froide. La confiance qu'elle tente d'offrir se fracture toujours au même endroit. Et il y a l'amour, celui qui aurait pu la sauver, mais qui, au contraire, ouvre la plus large des plaies. Dans cette relation faite de passion autant que de chaos, elle cherche un abri, une certitude, un bras auquel se raccrocher. Mais elle n'y trouve que des absences, des silences trop longs, des promesses déchirées par l'alcool, l'orgueil, la peur. Elle s'attache malgré elle, espérant chaque jour que la douceur l'emporte sur la tempête. Pourtant, chaque fois qu'elle confie une part d'elle-même, elle sent quelque chose s'effriter. Lentement, presque imperceptiblement, Marianne cesse de croire aux mots. Elle apprend à se méfier des élans, des gestes trop rapides, des sourires trop larges. Elle marche avec davantage de prudence, comme si le sol sous ses pieds pouvait s'effondrer à tout instant. La jeune femme qui s'abandonnait à la musique sans réfléchir devient une silhouette plus réservée, plus vigilante, plus marquée. Et si le public continue de l'applaudir, dans le secret de son cœur se dessine déjà la liste de ces noms qu'elle ne pourra jamais oublier, ni pardonner. 5 noms. 5 blessures. 5 trahisons que Marianne Faithfull porte encore comme des cicatrices, que ni le temps, ni la musique, ni les renaissances n'ont pu effacer. Derrière chacun d'eux se cache une histoire, un effondrement silencieux,
un éclat de verre qui continue de briller dans sa mémoire. Et même si elle n'a jamais voulu les nommer publiquement, elle en parle aujourd'hui avec une franchise presque douloureuse, comme si les révéler enfin permettait de respirer un peu plus librement. Le premier visage est celui d'une amie de jeunesse, rencontrée bien avant le tumulte des projecteurs. Une présence douce, presque timide, à laquelle Marianne avait confié les secrets de ses débuts, ses doutes, ses peurs. Leur relation avait la délicatesse des choses simples, de celles qui rassurent. Mais un soir, dans un café où résonnaient encore les accords hésitants de jeunes musiciens, cet ami choisit de s'éloigner d'elle pour suivre une opportunité prometteuse. Rien de dramatique, rien de violent, seulement un départ, sans explication véritable. Pour Marianne, cette première fissure a la douleur discrète d'un adieu que l'on ne comprend pas. Ce n'était pas une trahison ouverte, mais une absence soudaine. Et cette absence, plus que tout, a laissé une trace. Le deuxième visage apparaît plus brusquement. Celui-là vient du monde de la musique, un collaborateur avec lequel elle avait imaginé construire quelque chose de durable, peut-être même de beau. Il promettait loyauté, créativité, soutien. Pourtant, dès que les premières notes de succès ont commencé à vibrer, il s'est éloigné pour rejoindre un nom plus rentable, plus stratégique, laissant Marianne au milieu d'un projet inachevé. Ce qui l'a blessé, ce n'est pas tant la perte professionnelle que le mensonge. Le plaisir qu'il avait eu à lui dire qu'il croyait en elle, alors que sa décision était déjà prise. C'est cette duplicité, sèche et inattendue, qui a fait naître en elle une méfiance nouvelle. Le troisième visage, lui, plonge profondément. Il appartient à quelqu'un qu'elle a aimé, avec une intensité presque déraisonnable. Cet amour-là, elle l'avait cru salvateur, une possible réparation de toutes les failles accumulées depuis l'enfance. Mais au lieu de panser ses blessures, cette relation les a ouvertes davantage. L'homme en question oscillait entre tendresse et cruauté silencieuse, entre proximité brûlante et froideur absolue. Il lui promettait le monde le matin, puis disparaissait le soir dans des nuits qu'elle ne comprenait pas. Elle a tenté de tenir, d'espérer, de s'accrocher, jusqu'au jour où elle a trouvé, dans un tiroir qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir, les preuves d'une trahison trop intime pour être pardonnée. Cette découverte a brisé quelque chose en elle, une confiance déjà fragile, et l'a laissée face à un vide qu'elle ne savait plus combler. Le quatrième visage n'est pas celui d'une seule personne, mais celui d'un public, d'un regard collectif, d'une époque prête à la juger sans appel. Lors de ses moments les plus sombres, lorsque sa vie privée dérapait sous le poids de l'excès et des dépendances, une partie de la presse et du public l'a abandonnée sans la moindre compassion. Les titres des journaux la réduisaient à des caricatures cruelles. Les regards se détournaient avec une facilité presque confortable. On oubliait la femme derrière la légende, on oubliait sa vulnérabilité, on oubliait tout ce qu'elle avait donné. Cette trahison publique, massive, la meurtrit plus que tout autre. Elle a compris alors que le monde peut applaudir un jour et condamner sans détour le lendemain. Ce visage-là, impersonnel et puissant, reste l'un des plus difficiles à effacer. Et puis, il y a le cinquième, celui qu'elle a longtemps refusé de regarder en face, celui qu'elle évitait même dans les miroirs les plus honnêtes, celui qui ne parle pas, mais qui pèse lourd dans le silence, celui auquel elle en veut plus qu'à tous les autres. Pendant des années, Marianne a cru que les blessures venaient seulement de l'extérieur, jusqu'au jour où elle a admis que la trahison la plus profonde n'avait pas été commise par un ami, un amant ou une foule indifférente. Le cinquième nom, celui qu'elle ne pardonnera jamais vraiment, c'est elle-même. Elle s'en veut d'avoir cru trop vite, d'avoir aimé trop fort, d'avoir permis que l'on traverse son cœur sans protection. Elle s'en veut de n'avoir pas su dire non, de n'avoir pas su se préserver, de s'être laissée emporter par des illusions dont elle connaissait pourtant les dangers. Ce visage-là, celui de sa propre fragilité, est le plus difficile à affronter. Car il rappelle une vérité que personne ne peut fuir. On se trahit parfois plus durement que les autres ne le feront jamais. Et dans ce dernier aveu se trouve peut-être la seule forme de vérité qu'elle accepte encore. La nuit tombe doucement sur Londres, enveloppant la ville d'un voile bleu-gris qui semble étouffer les derniers éclats du jour. Dans la pièce où Marianne Faithfull se tient immobile, le silence gagne peu à peu du terrain, comme une marée discrète mais irrésistible. Elle ferme les yeux un instant, laissant son souffle retrouver un rythme lent, presque fragile.
Autour d'elle, quelques objets racontent encore des fragments de sa vie. Un vinyle rayé, une photographie jaunie, un carnet aux pages écornées. Rien de spectaculaire, seulement des traces simples, humaines, qui témoignent d'un long chemin parcouru avec plus de blessures que de certitudes. Elle ne parle plus. Elle n'a plus besoin de le faire. Après avoir évoqué ces 5 visages qui ont façonné ses fractures et ses renaissances, Marianne semble enfin trouver un semblant de paix. Non pas celle qui efface, mais celle qui accepte. La douleur n'a pas disparu. Elle s'est simplement déposée ailleurs, moins vive, moins tranchante, comme une vieille cicatrice que l'on reconnaît sans honte. La femme qui autrefois brûlait sous les projecteurs, qui chantait pour survivre à ses propres tempêtes, se tient maintenant là, apaisée, presque translucide dans la lumière faible de la lampe. Elle sait que la vie n'a jamais été une histoire de pardon absolu. Elle sait aussi que certaines blessures sont faites pour rester, non pas comme des prisons, mais comme des repères. Avant de rouvrir les yeux, elle murmure une dernière phrase à peine audible. « J'ai fait ce que j'ai pu ». Et ce simple aveu semble soudain plus puissant que tous les verdicts. Alors une question demeure, suspendue dans l'air froid. Peut-on réellement vivre en portant autant de douleurs silencieuses? Ou doit-on parfois apprendre à se pardonner soi-même pour continuer d'avancer?